Bonjour à tous, bienvenue dans ce 27e épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente tous les mois l'évolution de mon portefeuille PEA. Alors dans cette vidéo, on va se focaliser sur les événements géopolitiques les plus récents, puis on va essayer de regarder quel est l'impact au niveau du marché action russe, au niveau de certaines entreprises très exposées à la Russie, et puis au niveau de certains ETF focalisés sur la Russie. Comme on peut le voir, mon portefeuille PEA est actuellement valorisé à hauteur de 24 691 euros et donc je vais vous présenter dans cette vidéo les mouvements que j'ai effectués et notamment les mouvements que j'ai effectués pour limiter mon exposition à la Russie. Comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces rappels d'usage étant faits, nous pouvons passer à la présentation du portefeuille PEA. Alors, comme on va le voir dans cette vidéo, j'ai été plutôt actif au niveau de mon portefeuille PEA au cours du mois de février. Et donc, on peut le voir ici à l'écran, mon portefeuille PEA contient désormais 6 333 euros en solde d'espèces, c'est-à-dire que j'ai environ 25% de liquidité en portefeuille. J'avais évoqué fin 2021 ma volonté d'augmenter les liquidités en portefeuille. J'ai désormais 25% du portefeuille qui est constitué de liquidités qui auront pour but d'être redéployées sur des valeurs si possible qualitatives. J'aurai l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent. Alors comme on peut le voir à l'écran, le portefeuille était valorisé à hauteur de 25 021 euros à la clôture du mois de février 2022. J'ai cependant utilisé la valeur du portefeuille en date du 1er mars à 14h01, à savoir 24 691 euros. Donc ce sera la valeur de référence dans cette vidéo, cependant j'utilise la valeur de clôture du mois de février pour calculer ma performance, en tout cas la performance du PEA au cours du mois de février 2022. Alors comme d'habitude, on va regarder le portefeuille en classant les valeurs par valorisation. On voit que Prosus est toujours la première ligne du portefeuille puisque la ligne représente, ou en tout cas est valorisée à hauteur de 6 072 euros. On voit surtout qu'elle représente près de 25% du portefeuille. On voit que la deuxième ligne du portefeuille est Total Energy puisqu'elle est valorisée au moment où je tourne cette vidéo à hauteur de 1830 euros. On voit que celle-ci représente 7% du portefeuille. Et puis on voit les lignes BIC, Danone, Eutelsat, Renault, AB InBev, Nikon et Ontex qui représentent les lignes suivantes et qui représentent des lignes comprises entre 3 et 5%, même 3 et 6% du portefeuille. On voit enfin qu'une nouvelle ligne a fait son entrée en portefeuille, à savoir la ligne Delivery Hero. J'aurai l'occasion d'en reparler dans la suite de la vidéo. On voit surtout que cette ligne est toute petite puisqu'elle représente un peu moins de 1% du portefeuille. Il s'agit pour le moment d'une ligne relativement spéculative et donc il s'agit d'une petite ligne. Alors au niveau des faits marquants du mois de février 2022, on voit premièrement que le rendement mensuel du portefeuille est de moins 10,5%, une baisse relativement importante qui s'explique principalement par la baisse de ma première ligne, à savoir la baisse de la ligne Prosus, puisqu'on voit que le titre Prosus, ou en tout cas ma ligne Prosus, est en moins-value latente de 23% au moment où je tourne cette vidéo. On voit ainsi que la moins-value latente est de moins 1800 euros et donc que cette moins-value latente explique l'essentiel de la baisse du portefeuille au cours du mois de février. Alors j'ai reçu quelques questions au sujet de Prosus. On me demande premièrement si cette chute de Prosus m'inquiète. Alors à titre personnel, cette chute de Prosus ne m'inquiète absolument pas. Il faut bien distinguer en bourse la différence entre valeur et prix, c'est-à-dire que le prix d'une entreprise peut chuter fortement et sa valeur pour autant peut ne pas baisser fondamentalement. En effet, si on part du principe que VK, donc ex-Mail.ru, vaut 0 € aujourd'hui et que Delivery Hero vaut également 0 € aujourd'hui, ce dont je doute, et si on part du principe que tout le portefeuille non coté de Prosus vaut 50% de la valeur à laquelle il est déclaré par Prosus, on peut penser que la net asset value ou la valeur de l'actif net de Prosus est d'environ 100 € aujourd'hui, alors que le cours de bourse est d'environ 55 € au moment où je tourne cette vidéo.
Donc à la question est-ce que je suis inquiet par rapport à Prosus, la réponse est non, je n'ai aucune inquiétude par rapport à Prosus, même si Prosus représente ma première ligne, et donc on verra comment je gère cette ligne dans les mois qui viennent, et ça je pense que ça va être très intéressant. J'en profite pour rappeler également qu'il est préférable de ne pas copier mon portefeuille, je le dis à chaque début de vidéo, je pense qu'il est important pour vous de ne pas forcément suivre mes positions, ou en tout cas de ne pas suivre les allocations que j'utilise dans mes portefeuilles. Pourquoi? Parce que mon profil d'investisseur, mon horizon d'investissement et mon approche ne correspondent pas forcément à votre profil, à votre horizon d'investissement et à votre approche. Et donc, ce que je mets en portefeuille ne correspond pas forcément à ce que vous devriez mettre en portefeuille. Et donc, je pense qu'il était important que je le rappelle dans cette vidéo. Donc si possible, essayez de ne pas copier mon portefeuille. Le but n'est pas que vous copiez ce portefeuille, le but est simplement de partager avec vous ce que je fais de mon côté pour vous aider éventuellement à prendre du recul sur ce que vous faites également de votre côté. Alors à la question qu'est-ce qui explique cette chute de Prosus au cours des dernières semaines, il y a plusieurs explications. La première, c'est l'exposition de Prosus à certaines actions russes, notamment à VK, donc ex-Mail.ru, qui vaut quasiment 0 € aujourd'hui, qui vaut 0,83 € au moment où je tourne cette vidéo, donc qui ne vaut quasiment rien, ce qui ne veut pas dire que cette entreprise vaudra 0 € dans 10 ans, bien entendu ce sera à voir. Deuxièmement, cette chute s'explique également par le fait que Prosus a mis fin à son programme de rachat d'actions, ce qui veut dire que Prosus n'est plus en soutien dans le marché. Et donc on a vu qu'une fois que Prosus avait arrêté son soutien au niveau du rachat d'actions, le cours de bourse est descendu un cran plus bas. Troisièmement, Prosus est très exposé à Tencent, puisque Tencent représente 80% de la valeur de Prosus. Or, Tencent est en phase de correction en ce moment à Hong Kong, et donc la valeur de Prosus descend également par rapport à cette baisse sur Tencent. Et puis, dernier point, Prosus est un holding et vous savez désormais que les holdings ont tendance à souffrir de la volatilité, c'est-à-dire que lorsque la volatilité revient sur les marchés, les holdings ont tendance à descendre davantage que le marché. Et bien entendu, cela représente parfois des opportunités pour pouvoir rentrer sur tel ou tel holding. Alors je vais revenir sur les faits marquants du mois de février 2022 très rapidement. Premièrement, comme on l'a vu, on a une baisse de la valorisation du portefeuille de moins 10,5%, ce qui est une baisse relativement importante. Et puis on a deux éléments majeurs, d'un côté la guerre en Ukraine et deuxièmement des sanctions inédites contre la Russie prises par le monde entier, à savoir par les États-Unis, par l'Europe et des pays comme le Japon. Alors comme on va le voir dans la suite de la vidéo, ces sanctions inédites contre la Russie ont pesé lourdement sur le marché actions et notamment sur le marché actions russe. Je vais revenir sur ce point dans la suite de la vidéo. Au niveau des prises de position, j'ai commencé à construire une ligne sur Delivery Hero, donc il s'agit d'une petite ligne relativement spéculative pour le moment, mais que je compte continuer à construire au cours du temps. J'ai également renforcé ma ligne Prosus et donc je profite de la faiblesse du cours de bourse de Prosus actuellement et de la panique ambiante sur les marchés pour continuer à construire ma ligne Prosus. Alors comme on va le voir ensuite, j'ai procédé à de nombreux allègements ou à des ventes. J'ai notamment procédé à la vente de Kinepolis, comme on le verra avec une très belle plus-value de 157%. Et puis j'ai allégé mes lignes Maison du Monde, Nikon, AB InBev, Renault et Danone. Et je vais donc expliquer pourquoi dans la suite de ma présentation. Donc je vais reprendre les prises de position au cours du mois de février, donc ligne par ligne, en commençant par Prosus, puisqu'on voit que j'ai renforcé ma ligne Prosus de 12 actions et que cette ligne Prosus compte aujourd'hui 109 actions. Alors à la question, est-ce que je compte continuer à construire ma ligne? La réponse est oui, de manière très progressive, c'est-à-dire au cours du temps, si jamais le marché me permet d'entrer sur Prosus à un cours extrêmement bas, en tout cas en comparaison de la valeur qui me semble être la valeur juste de Prosus. On voit par ailleurs que j'ai allégé ma ligne Danone de 9 actions, que j'ai allégé ma ligne Renault de 10 actions, que j'ai allégé ma ligne AB InBev de 8 actions, mais également ma ligne Nikon de 75 actions et que j'ai allégé ma ligne Maison du Monde de 35 actions. On voit enfin, comme j'en ai parlé juste avant, que j'ai commencé à construire une ligne sur Delivery Hero sur le marché allemand. Alors au niveau de la vente de Kinepolis, j'ai vendu mes actions Kinepolis à 58 € avec une plus-value de 157%. Mon objectif était de prendre ma plus-value en sachant que l'upside sur Kinepolis me semble limité à ce stade.
J'ai également procédé à une vente partielle de Danone à 55,33 € en prenant une plus-value de 9,12%, dividende inclus, et l'objectif ici est simplement de réduire mon exposition à la Russie. J'ai également procédé à une vente partielle de Renault à 30,26 € en prenant une plus-value de 5,18% au passage. L'objectif est là encore de réduire mon exposition à la Russie. J'ai par ailleurs procédé à une vente partielle de AB InBev à 54,38 € avec une plus-value de 10,3% dividende inclus, et là encore l'objectif est de réduire mon exposition à la Russie. J'ai également procédé à l'allègement de deux positions. La première, c'est l'allègement de Nikon que j'ai vendu partiellement à 5,28 € avec une plus-value de 2,49%. Le but ici est simplement d'alléger ma ligne Nikon et de reconstituer mes liquidités. Idem pour Maison du Monde que j'ai vendu partiellement à 19,03 € avec une plus-value de 70,9%. Mon objectif était là encore d'alléger ma ligne Maison du Monde et de reconstituer mes liquidités. Alors je vous ai mis ici un article des Échos sur lequel on peut lire « La bourse de Moscou restera fermée jusqu'au 5 mars ». Autrement dit, on a une guerre en Ukraine qui a pris tout le monde par surprise, et puis surtout, on a eu des sanctions inédites qui ont touché la Russie et finalement qui touchent par ricochet l'ensemble du monde. On peut lire dans cet article que l'impact des sanctions occidentales à l'égard de la Russie continue de peser lourd. La Banque centrale russe annonce que les marchés boursiers et de produits dérivés financiers resteront fermés jusqu'au 5 mars au moins. La devise russe, donc le rouble, a également perdu près de 20% face au billet vert. En réalité, comme on va le voir, elle a perdu 33%. Et puis la Banque centrale russe a augmenté son taux directeur à 20%. Alors quand une banque centrale augmente son taux directeur, bien entendu, ça a un impact extrêmement négatif sur l'économie locale. Et donc on peut penser que l'économie russe va rentrer en récession extrêmement rapidement. Alors les récessions n'arrangent personne bien entendu, et la question qu'il va falloir se poser à mon avis, c'est est-ce qu'une récession en Russie ne va pas précéder une récession dans le reste de l'Europe ? Bien entendu, il est encore trop tôt pour le dire. Vous savez que de mon côté, j'ai une approche bottom-up, c'est-à-dire que je me focalise davantage sur la qualité des entreprises. En tout cas, j'essaye de dénicher des dossiers intéressants sans me focaliser particulièrement sur la macroéconomie. Même si, bien entendu, lorsqu'on a un événement géopolitique majeur comme celui-là, il est important de regarder quelles peuvent être les conséquences de cet événement sur les cours de certaines entreprises ou les cours de bourse de certains secteurs. Ainsi, comme on l'a vu juste avant, j'ai préféré de mon côté alléger certaines positions afin d'avoir des liquidités qui me permettent de naviguer dans ces conditions relativement volatiles et dans ce marché relativement volatile. Alors j'aimerais attirer votre attention sur un point important, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir quelles seront les conséquences des sanctions prises contre la Russie au niveau des marchés financiers, et donc on pourrait avoir un effet domino qui se met en place avec potentiellement le défaut de paiement de la Banque centrale russe à un moment, voire la faillite de certaines entreprises ou de fonds d'investissement fortement exposés à la Russie, un peu comme le fonds LTCM en 1998. Donc il faudra voir quelles sont les répercussions de ces sanctions prises contre la Russie. Il me semble qu'aujourd'hui il est encore un peu trop tôt pour voir quels pourraient être les effets à plus long terme de ces sanctions sur la Russie. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'il s'est passé au niveau du marché action russe, parce que je pense que c'est un élément extrêmement pertinent pour la suite, ou en tout cas pour essayer d'anticiper la suite des événements. Donc on peut voir dans un premier temps que les sanctions prises contre la Russie au niveau international ont conduit à un effondrement du rouble, puisque celui-ci a perdu environ 33% de sa valeur en quelques jours. Je vous ai mis ici la paire euro-rouble. Alors on voit qu'historiquement le rouble a tendance à se déprécier au fur et à mesure du temps qui passe. On voit ici un choc au niveau du rouble avec une perte de valeur très rapide au cours des derniers jours. Deuxièmement, on peut noter que les sanctions prises contre la Russie ont entraîné un effondrement du marché action russe qui a perdu à ce jour 98% de sa valeur. Je vous ai mis ici l'indice Dow Jones Russia GDR Euro. Donc c'est un indice russe qui traque l'ensemble des entreprises russes, donc du marché action russe cotées à l'étranger, notamment cotées à Londres. Donc cet indice a perdu 98% de sa valeur, ça veut dire que les principales entreprises russes aujourd'hui ne valent plus grand-chose. Alors je vous ai mis ici le top 20 des actions russes, donc on va retrouver des entreprises comme Gazprom, comme Novatek, Rosneft,
la banque Sberbank, dont on a beaucoup parlé récemment, l'entreprise Lukoil ou encore Polius. Et puis on va retrouver également des entreprises comme Tatneft ou bien Evraz, comme on peut le voir ici, qui est la 16e entreprise russe cotée en bourse. C'est l'entreprise par exemple de Roman Abramovich, le président du club de Chelsea. Donc on a ici les 20 plus grandes entreprises russes, en tout cas en termes de capitalisation boursière, et ce qu'on va voir ici, c'est qu'elles ne valent quasiment plus rien au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vous ai mis ici les titres russes cotés à Londres. Vous savez probablement que l'essentiel des entreprises russes cotées en bourse sont cotées à Londres. Et alors au moment où je tourne cette vidéo, il n'est plus possible d'entrer ou de sortir de ces actions cotées à Londres. Donc on voit ici la plus grande entreprise russe, en tout cas en termes de capitalisation boursière, qui a perdu 99% de sa valeur, donc à savoir l'entreprise Gazprom. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette entreprise continuera à être cotée 3 centimes, comme on peut le voir ici à l'image, ou bien est-ce que cette entreprise à un moment reprendra sa valeur, c'est-à-dire est-ce qu'elle sera recotée à son prix normal. Pour le moment, elle ne vaut plus rien, les investisseurs se sont précipités pour sortir du titre et donc l'entreprise a perdu 99% de sa valeur suite aux sanctions prises contre la Russie. Alors je vais continuer avec d'autres exemples. On voit que la troisième capitalisation boursière, donc Novatek, a perdu également 99% de sa valeur. On voit que le numéro 4, Rosneft, a perdu 90% de sa valeur. On voit par ailleurs que la banque Sberbank, donc la principale banque de Russie, a perdu également 99% de sa valeur sur le marché londonien. Je vous rappelle que les titres ne sont plus cotés à la bourse de Moscou. Donc ça veut dire que Londres nous donne l'état de la valorisation des entreprises russes. On note par ailleurs que Lukoil a perdu 99% de sa valeur, que Polius a perdu 97% de sa valeur, que Novolipetsk Steel, donc une entreprise dans l'acier, a perdu 99% de sa valeur également, que Tatneft a perdu 97% de sa valeur, et que Evraz, donc le groupe de Roman Abramovich, dont il possède environ 30%, a perdu 89% de sa valeur. Au final, on se retrouve avec un marché action russe totalement fermé au moment où je tourne cette vidéo, que ce soit à Moscou, puisque la bourse de Moscou est fermée, ou à Londres, puisqu'il n'est plus possible d'échanger des titres d'entreprises russes cotées en bourse. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les actions les plus exposées à la Russie au niveau international. Alors la source est la suivante, il s'agit d'une étude de Citi Research et les données proviennent de Bloomberg. Donc on va retrouver une entreprise comme Coca-Cola Hellenic, à ne pas confondre avec Coca-Cola. Donc Coca-Cola Hellenic, c'est probablement l'embouteilleur de Coca-Cola en Europe. On voit que l'entreprise est localisée en Allemagne. Et puis on voit surtout qu'elle est exposée à hauteur de 33% de ses ventes à la Russie et à hauteur de 5% de ses ventes à l'Ukraine. Donc entreprise très exposée. On voit également que Carlsberg est très exposé à la Russie avec 32% des ventes en Russie et 3% des ventes en Ukraine. Alors on va retrouver également d'autres entreprises très exposées à la Russie, notamment BASF, exposée à la Russie à hauteur de 25%, en tout cas au niveau des ventes. Et puis on va retrouver des entreprises comme Adidas, exposées à la Russie à hauteur de 13%, Danone, exposée à la Russie à hauteur de 11% d'après ce document. Également Philip Morris, exposé à la Russie à hauteur de 10% et à l'Ukraine à hauteur de 3%. Et puis on va retrouver une entreprise comme British Petroleum, donc BP, exposée à hauteur de 10% ici. Une entreprise française, donc Renault, exposée à hauteur de 8%, donc 8% des ventes en Russie. Ou encore, on va retrouver une entreprise comme l'entreprise américaine PepsiCo, exposée à la Russie à hauteur de 7%, donc 7% des ventes sont faites en Russie. Et puis on va retrouver une entreprise comme Inditex, donc l'entreprise qui détient la marque de vêtements Zara, exposée à hauteur de 6% à la Russie, ou encore une entreprise qu'on connaît bien chez nous, à savoir Pernod Ricard, qui est exposée à la Russie à hauteur de 5% et éventuellement à l'Ukraine à hauteur de 1%. Au final, cette guerre en Ukraine et les sanctions prises contre la Russie ont un impact non seulement sur le marché actions russe, mais également sur le marché actions international, du fait de l'exposition de nombreuses entreprises à la Russie. Alors ce que j'aimerais faire maintenant, c'est me focaliser sur les ETF russes, et donc j'ai titré ici Danger sur les ETF, et on va se focaliser dans un premier temps sur l'ETF Lyxor MSCI Russia. Donc on a un ETF ici, Lyxor MSCI Russia, on voit que la dernière NAV, donc la Net Asset Value,
la valeur de l'actif net est de 1,89 €. On voit que l'ETF Russie a perdu 90% de sa valeur. On a vu pourquoi juste avant, c'est-à-dire que les actifs sous-jacents ont perdu quasiment 90% de leur valeur. Donc on a vu que les actifs sous-jacents avaient perdu environ 99% de leur valeur. On voit ici que l'ETF a perdu 90% de sa valeur. Ça veut dire que l'ETF cote largement au-dessus de sa net asset value, c'est-à-dire de sa valeur de l'actif net. Donc j'ai récupéré les données ici sur le site de Lyxor et donc ce qu'on voit ici c'est la performance de l'indice de référence. On voit ici que l'ETF n'est pas représenté, c'est-à-dire que l'indice de référence a perdu quasiment toute sa valeur, l'ETF lui n'est pas représenté. Et quand on regarde en détail, on peut voir que la net asset value est de 1,89 €, ce qui veut dire que la valeur de la somme des actifs sous-jacents de l'ETF est de 1,89 € par part environ, alors même que l'ETF s'échange à 8,30 €, ce qui veut dire qu'on a une énorme prime sur l'ETF, c'est-à-dire que les investisseurs surpayent la valeur actuelle des actifs sous-jacents de l'ETF. Alors ça c'est très important. Pourquoi? Parce que ça veut simplement dire que l'ETF ne représente pas actuellement la valeur des actifs sous-jacents qui sont dans l'ETF. Autrement dit, quand on est un investisseur et qu'on investit dans cet ETF, on prend le risque que la valeur de l'ETF chute fortement et rejoigne la net asset value, c'est-à-dire la valeur de l'actif net de l'ETF. Et ça, je pense qu'il est très important d'en avoir conscience lorsqu'on essaie de prendre des positions sur l'ETF russe. On voit ici les principales lignes de l'ETF, je vous les ai montrées juste avant. On va retrouver du Gazprom, du Lukoil, du Rosneft, etc. Et donc on peut s'attendre à une réouverture de la bourse de Moscou à un moment et on pourrait s'attendre à une forte chute de l'ETF qui viendrait s'ajuster au prix beaucoup plus bas qui pourrait apparaître à la bourse de Moscou. Alors j'attire votre attention sur un deuxième ETF qui s'appelle l'ETF VanEck Russia, qui est l'équivalent du Lyxor MSCI Russia, mais aux États-Unis. Donc on voit ici qu'on a un ETF qui cote aux États-Unis, et là c'est pareil, l'ETF a subi de fortes pertes, en tout cas l'ETF a fortement chuté, mais surtout VanEck a communiqué en expliquant que l'achat et la vente de parts de l'ETF restera disponible sur le marché secondaire. VanEck précise cependant que pendant cette période, l'ETF peut ne pas atteindre ses objectifs d'investissement et surtout peut expérimenter des problèmes de tracking error, c'est-à-dire que l'ETF peut ne pas refléter la valeur exacte des actifs sous-jacents. C'est le problème qu'on vient de voir chez Lyxor. Et donc, c'est-à-dire qu'on a des actifs sous-jacents qui sont valorisés à un certain prix, et puis un ETF qui va coter soit avec un discount, soit avec un premium, c'est-à-dire soit avec une prime. C'est le cas actuellement à la fois sur Lyxor et à la fois sur les ETF, en tout cas sur l'ETF VanEck. Et donc c'est ce qu'on peut voir ici, puisque VanEck nous prévient qu'on pourrait observer des primes très importantes ou des discounts très importants par rapport à la valeur de l'actif net, c'est-à-dire la NAV, donc Net Asset Value. Et puis ils nous préviennent également qu'on risque d'assister à des spreads, donc un bid-ask spread très important, donc entre le prix auquel on peut acheter et le prix auquel on peut vendre sa part d'ETF. Autrement dit, ce qui se passe actuellement, c'est que le marché a décidé de valoriser toutes les actions russes à hauteur de 0 € pour faire simple, qu'on a un flou artistique et que les ETF ne reflètent pas la valeur intrinsèque ou en tout cas la valeur de marché actuelle des actifs sous-jacents russes. Et donc il est très important en tant qu'investisseur d'avoir conscience qu'il y a des primes actuellement sur les ETF russes et donc lorsqu'on investit sur un ETF russe avec une prime de 400%, on prend le risque de voir sa position divisée par 4 si jamais la valeur des actifs sous-jacents est validé au moment de la réouverture des bourses, notamment à Moscou et puis également à Londres. Voilà, et donc le point important, c'est qu'on prend actuellement un risque lorsqu'on investit sur un ETF russe, et c'est là aussi l'un des problèmes des ETF, c'est qu'on peut se retrouver dans ce genre de situation, soit avec une prime très importante, soit avec un discount très important. Donc VanEck nous présente l'évolution de l'ETF russe, on voit que celui-ci a perdu environ 90% de sa valeur, un peu plus, à comparer à une chute de 99% des actifs sous-jacents de l'ETF. Donc on se retrouve avec le même problème que pour le Lyxor MSCI Russia, sauf qu'ici on a une prime d'environ 150% à comparer à une prime de 400% pour le Lyxor MSCI Russia. Alors je vous mets quand même ici les principales positions de l'ETF. On va retrouver du Rosneft, du Lukoil, du Gazprom, du Tatneft, etc. Donc des valeurs qui ont fortement chuté, je vous les ai montrées juste avant.
Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est qu'on va jeter un œil à différents événements géopolitiques qui ont marqué le monde ces dernières décennies, puis on va regarder quel a été l'impact de ces événements sur le S&P 500 en termes de max drawdown, donc c'est-à-dire de baisse entre le point haut et le point bas. Puis on va regarder surtout en combien de temps on a touché le point bas à la suite de ces événements. Alors vous pourrez jeter un œil à ces différents événements géopolitiques. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est me focaliser sur deux événements en particulier. Le premier, c'est l'invasion du Koweït par l'Irak, donc en 1990, et on voit que le total drawdown sur le S&P 500 avait été à l'époque de 16,9%, c'est-à-dire que l'indice américain avait perdu quasiment 17% de sa valeur et avait atteint un plus bas en 71 jours, c'est-à-dire en près de 2 mois et demi. Le deuxième événement qui nous intéresse particulièrement ici, c'est l'attaque du Japon sur Pearl Harbor en 1941, et on voit que le total drawdown sur l'indice américain S&P 500 avait été à l'époque de 19,8%, c'est-à-dire une baisse d'environ 20% sur l'indice américain. Donc on a ici deux exemples qui se rapprochent des événements que l'on est en train de connaître actuellement. On voit ici que dans un premier cas, le S&P 500 avait perdu 17% de sa valeur en 71 jours. Et on voit que dans le second cas, le S&P 500 avait perdu environ 20% de sa valeur en 143 jours. Ce qui nous laisse penser que ce genre d'événement a un impact relativement limité sur les marchés quand on se projette à plus long terme. Ainsi, si on fait la moyenne de ces deux événements, on peut penser que le S&P 500 pourrait perdre environ 20% de sa valeur, et ce dans une période comprise entre 2 mois et demi environ et 6 mois, si on se base sur les événements de Pearl Harbor. Autrement dit, ce genre d'événement géopolitique a un impact relativement limité lorsqu'on se projette à très long terme. Cependant, il y a un élément à prendre en considération, c'est que les marchés sont historiquement hauts et donc on pourrait faire face à une correction un peu plus marquée que les corrections qui ont eu lieu en 1990 et en 1941. Alors ce que j'ai fait, c'est que je vous ai également mis un graphique du Dow Jones Industrial Average entre 1935 et 1950 pour vous montrer l'impact qu'a eu la Seconde Guerre mondiale sur l'indice. Et on peut voir que entre l'entrée en guerre de l'Allemagne en 1939 et le point bas en 1942, l'indice a perdu environ 35 à 40% de sa valeur. Autre point important ici, le marché a fait son point bas en 1942, c'est-à-dire 3 ans avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, les investisseurs ont été en mesure de se projeter au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Tout ça pour dire que ce genre d'événement géopolitique a un impact sur les marchés à court et moyen terme, mais pas forcément à très long terme, et il est bon d'en avoir conscience lorsqu'on investit en bourse. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours accéder à mes portefeuilles et donc parcourir tous les détails de mes portefeuilles PEA et CTO en accédant à mes fichiers privés Google Sheet. Il vous suffit d'entrer votre adresse email. Vous trouverez un lien sous cette vidéo. Et puis pour ceux que ça intéresse, vous avez également accès sur mon site internet à des offres. Vous trouverez le lien de ce site internet sous la vidéo et donc vous pouvez consulter ces offres si ça vous intéresse. Alors je vais revenir très rapidement à la Google Sheet. On voit que les liquidités ont fortement augmenté puisqu'il y a actuellement 6 333 € de liquidités. On voit surtout que la valorisation du portefeuille a bien baissé puisque le portefeuille est désormais en hausse de 7,85% seulement depuis l'ouverture du PEA en janvier 2019. Bien entendu, je pense de mon côté qu'il est primordial de garder un horizon d'investissement à très long terme sur les marchés et de ne pas se laisser influencer par cette hausse de la volatilité à court-moyen terme. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il devrait y avoir des opportunités qui vont se présenter sur les marchés dans les trimestres qui viennent et donc il faudra savoir en profiter. Alors au niveau de l'allocation du portefeuille, on voit que les liquidités sont fortement remontées puisqu'elles représentent actuellement 25,7% du portefeuille, en tout cas à fin février 2022. On voit que Prosus représente toujours près de 25% du portefeuille et puis on retrouve à côté des lignes plus petites puisque j'ai allégé l'essentiel de mes positions. Donc on va retrouver du Renault pour 4,3% du portefeuille, Total Energy 7,4% du portefeuille, Danone 5,3% du portefeuille, Maison du Monde 2,7% du portefeuille, Société BIC 5,9% du portefeuille, Eutelsat 4,7%, Ontex 3,9%, AB InBev 4,3% du portefeuille, SMCP 3,5%, Nikon 4,1%, Ruby 1,7%, et puis on a une ligne qui n'apparaît pas ici, c'est la ligne Delivery Hero qui représente environ 1% du portefeuille.
Donc pour faire simple, on a 3 poches au niveau du portefeuille. Premièrement, une poche de liquidité qui doit me permettre de protéger quelque peu mon portefeuille. Deuxièmement, on a une poche investie dans Prosus, et je vous rappelle que Prosus, c'est essentiellement un investissement dans Tencent et un investissement dans certaines licornes. Et donc quand on investit dans Prosus, ce qui est mon cas, en réalité on investit dans plus de 800 entreprises, puisque Tencent possède plus de 800 participations et que Prosus possède une centaine de participations. Donc un investissement dans Prosus, c'est quelque part l'équivalent d'un investissement dans un ETF focalisé notamment sur des licornes. Je dis ça pourquoi? Parce que certains investisseurs me demandent s'il n'est pas très risqué d'investir dans Prosus, et je répondrai ceci. Effectivement, il y a le risque chinois, c'est-à-dire que les actions chinoises sont très délaissées en ce moment. C'est un premier point. Cependant, en termes de diversification, investir dans Prosus, c'est investir dans plus de 900 entreprises au total, lorsqu'on prend en compte Tencent d'un côté et Prosus de l'autre. Et puis on retrouve une troisième poche relativement diversifiée, composée d'actions de type fast growers, de type stalwarts et puis de type cyclicals et turnarounds majoritairement. Avec d'un côté des positions growth, donc croissance, et de l'autre des positions value, donc des positions dans la valeur. Donc mon portefeuille est voué à évoluer dans les mois qui viennent, avec si possible la construction de lignes dans des entreprises qualitatives. En tout cas, ce sera l'objectif si jamais les marchés me permettent d'entrer ces entreprises qualitatives en portefeuille et si possible à bon prix. Bien entendu, je vous invite à suivre l'évolution du portefeuille dans les mois qui viennent. Alors très rapidement, au niveau de l'allocation à la Peter Lynch, on voit que le portefeuille est constitué à 40% de fast growers. Alors il faut bien prendre en compte le fait que cette allocation ici ne prend pas en compte la poche de liquidité, donc c'est simplement l'allocation hors liquidité. Donc on a 40% de fast growers qui est l'objectif, on a 13% de stalwarts, donc l'idée de mon côté sera d'augmenter potentiellement les stalwarts également. On trouve également près de 14% de valeurs cycliques, donc les cyclicals, et près de 16% de valeurs de type turnaround, c'est-à-dire des valeurs cycliques en phase de recovery. Bien entendu, il faudra voir si c'est le cas ou bien si la situation actuelle fait que ces valeurs qui étaient en recovery vont de nouveau souffrir. On retrouve enfin 0,8% d'asset plays et puis 16,5% de slow growers, donc des valeurs plutôt value. Alors pour terminer cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous poser 2 questions. La première est la suivante: êtes-vous exposé à la Russie? Et puis deuxième question, si oui, que comptez-vous faire? C'est-à-dire, est-ce que vous comptez alléger vos positions, ou peut-être avez-vous déjà allégé certaines de vos positions comme j'ai pu le faire? J'en ai parlé dans cette vidéo. Et puis deuxièmement, comptez-vous profiter de la situation actuelle pour renforcer certaines positions? Si oui, lesquelles? C'est toujours intéressant pour la communauté qui suit cette chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à partager votre stratégie au regard des événements géopolitiques actuels. C'est toujours intéressant à la fois pour moi mais aussi pour la communauté. Je terminerai cette vidéo sur cette note d'optimisme, à savoir cette photo qui nous montre la voie à suivre, c'est-à-dire une réconciliation entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.